Merci, merci à vous d'être venus ce soir. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette université d'été qui, je trouve, j'étais à la session d'hier soir dans l'audience et je trouve que c'est une initiative vraiment intéressante et de voir qu'elle est arrivée à sa 34e édition, c'est quelque chose qui est enthousiasmant. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'innovation. On a beaucoup parlé d'innovation, mais l'innovation dans les systèmes alimentaires. Je vais d'abord définir ce qu'est le système alimentaire et pourquoi c'est intéressant de se placer à ce niveau-là pour faire face aux défis planétaires, les défis que je définirai dans une première partie. Et je vais prendre quelques exemples où on va aller ensemble. Peut-être, j'ai choisi en fait un petit nombre d'exemples, mais on va essayer de les décortiquer un petit peu ensemble, et donc ça oblige à y passer un peu de temps, pour ensuite tirer quelques conclusions ensemble, peut-être un peu générales, sur la manière dont il faudrait aborder, alors c'est un chercheur qui parle, donc depuis l'angle de la recherche, la manière dont il faudrait aborder ces défis et ces systèmes, comment pratiquer une agriculture plus respectueuse de l'environnement, de l'économie et des normes sociales, comment s'alimenter durablement, alimenter une planète entière durablement à l'horizon 2050. J'ai illustré avec cette image qui est tirée d'un film, c'est le Seul sur Mars, The Martian, où on voit ici Matt Damon qui est en train d'essayer d'alimenter une planète tout entière. Alors dans le scénario du film, si vous l'avez vu, c'est la planète Mars, c'est le seul habitant de la planète Mars pendant quelques temps. Et il essaye que ce soit le plus longtemps possible, il essaye de survivre, c'est lui. Et il a trouvé des pommes de terre, il arrive à les planter, etc. On n'en est pas à ce niveau-là, on n'est pas encore à essayer de coloniser Mars. On va d'abord essayer de conserver la Terre, une planète vivable. Alors, pourquoi je parle de système alimentaire? S'alimenter, c'est une évidence, il y a beaucoup d'évidences. S'alimenter, c'est un des besoins fondamentaux de l'humanité qui conditionne de manière primordiale, plus que tout, l'organisation des sociétés humaines de tout temps. C'est un objet d'innovation de tout temps. La domestication des espèces a été le premier point, l'invention de l'agriculture. C'est un objet d'innovation et ça peut devenir un objet de fracture. Ça peut devenir, on le voit un petit peu dans nos sociétés qui deviennent de plus en plus urbaines. On oublie que la nourriture qu'on consomme a été produite par nos concitoyens qui habitent un petit peu plus loin et chacun ayant son rôle social, etc. On a tendance à stigmatiser celui qui nous produit la nourriture et c'est quelque chose qui est citoyennement un problème. Et donc, de considérer les systèmes alimentaires comme un ensemble, à la fois l'amont, l'environnement, l'agriculture et l'aval, la transformation des produits, l'approvisionnement des étalages, l'alimentation, les déchets, la gestion des déchets, tout ça, ça fait système, c'est un seul ensemble. Tout ça, c'est solidaire. Parce que souvent, d'ailleurs, la question qui est posée, les solutions à des questions qui sont posées dans un des compartiments, en aval ou en amont, désolé pour le S, se trouvent souvent dans les autres compartiments. Et c'est l'ensemble du système qui doit entrer dans des cycles vertueux ou vicieux, et c'est l'ensemble du système qu'il faut arriver à faire bouger. Alors bien sûr, un généticien, il est généticien, un nutritionniste, il est nutritionniste, et puis un épicier, il est épicier, chacun est à sa place dans le système. Mais n'empêche, c'est l'ensemble du système qu'il faut penser, et vous verrez à la fin, je propose que ce soit, et on commence à aller vers ce genre de solutions, à la fois d'avoir une vision globale, une vision planétaire, et à la fois d'agir localement dans une concertation locale sur la manière de se nourrir. Parce que la solidarité au sein de ce système alimentaire, c'est un enjeu citoyen, c'est un enjeu de paix à l'échelle mondiale. Excusez-moi. Les systèmes alimentaires sont confrontés aujourd'hui à des défis historiques. Alors j'ai mis quelques trucs, c'est des choses dont on parle souvent, et donc pour vous c'est peut-être une évidence, je l'ai illustré un petit peu. Des défis sociaux d'abord, une population humaine qui est en croissance forte. Quand on l'illustre ici, depuis le moins 10 000 ans, la population est restée très faible. À un moment donné, on estime que peut-être il y a 1 million d'années, il y avait 12 êtres humains. La population était très faible, et puis au cours du XXe siècle, pif, ça augmente de manière drastique. Et si on zoome un petit peu là-dessus, on voit que l'augmentation, elle est à peu près, c'est ça, dans le courant du XXe siècle. Et en tout cas, elle est très rapide.
Les démographes constatent que l'accroissement de la population diminue maintenant, notamment avec l'éducation, notamment l'éducation des petites filles dans les pays en développement, et que du coup, la population pourrait, à un moment donné, se stabiliser vers la fin du siècle-ci, au-dessus d'un petit peu plus de 10 milliards d'habitants. En 1900, donc l'ère industrielle, le début de cette augmentation-là, voilà une vision de la planète Terre où la surface de chaque pays est proportionnelle à sa population. Et donc, voilà, la Chine, l'Inde énorme, l'Europe assez grande, etc. L'Afrique pas très grande. Et puis ce qu'on voit, après 2 guerres mondiales, ça c'est à peu près... Donc là, le monde se stabilise, la géopolitique du monde se stabilise, l'Afrique continue d'augmenter. L'Asie s'éveille, mais l'Afrique continue d'augmenter au début des années 2000. Et puis en 2050, on voit clairement que l'Afrique est devenue un acteur majeur en population en tout cas. Et donc il y a des enjeux africains, des enjeux autour de l'Afrique sur la façon de nourrir la population mondiale. Et la FAO, qui est l'Agence mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, une agence de l'ONU, estime qu'il va falloir à peu près doubler la production alimentaire d'ici à 2050 pour satisfaire toute cette population. Et ça ne va pas suffire en fait de doubler, parce que par ailleurs, il y a des disparités, il y a une globalisation qui est rapide, avec des très fortes disparités. Ici, c'est illustré un petit peu de la même façon, mais ce n'est pas la population qu'on voit pour chaque pays. Ce qu'on voit, c'est si chaque pays a dépassé ou n'a pas dépassé, plus c'est rouge, plus c'est dépassé, l'empreinte écologique. Et donc, si tous les pays vivaient comme celui-ci, il faudrait une planète, 2 planètes, 3 planètes, 4 planètes. Et on voit les disparités à cette échelle-là. Les pays en vert, c'est ceux qui, si toute la planète vivait comme eux, on aurait suffisamment d'une planète. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, et ce n'est pas des endroits où on aurait tendance, nous venant de là où on est, à avoir envie de vivre. Donc il va falloir qu'on change un certain nombre de choses. Il y a un exode rural qui est généralisé, donc les disparités sont aussi au niveau local. Et par exemple, si on prend juste quelques chiffres pour alimenter Paris, 12 millions d'habitants, la région parisienne, si on compte qu'un Français consomme à peu près 0,33 hectares pour se nourrir, c'est à peu près la moyenne pour un Français, c'est plus que ça pour un Américain, etc. Il faut 3,6 millions d'hectares pour nourrir l'agglomération parisienne. Or, la surface agricole de l'Île-de-France, qui est la région où se trouve Paris, est 6 fois plus petite que ça. Et donc, l'économie du dernier kilomètre qui consiste à livrer les gens à la maison avec des produits pour faire croire que ça vient de juste à côté, les livrer en vélo, etc., ça ne suffira pas. Il faut en plus organiser tous ces échanges. Et puis, organiser, y compris en périphérie des grandes villes comme ça, organiser une production alimentaire sur des surfaces qui vont être trop petites. Il y a des défis économiques, donc doubler la production, et des équilibres à retrouver. L'équilibre des usages, notamment, donc, qui est souvent mis en cause. Il y a cette théorie de 4F, la Food, Feed, Fiber, Fuel, c'est-à-dire nourriture humaine, nourriture animale, fibres et carburant. L'agriculture a toujours produit ces 4 choses-là. Sur l'image qu'on voit là, on voit un fermier qui est en train d'essayer de produire de la nourriture pour lui et pour ses animaux, parce que pour les animaux, ça sera du carburant, et puis il va s'habiller avec de la laine, du coton, du lin, et donc peut-être pas du coton à l'époque, donc des choses qui viennent des produits de l'agriculture. Ces équilibres-là sont questionnés aujourd'hui par d'autres sources d'approvisionnement qui viennent du pétrole, par exemple, pour faire des fibres ou pour faire du carburant, déjà depuis quelque temps, mais n'empêche que ça a changé au cours du dernier siècle, on va dire. Pas encore, et sans doute jamais, de la nourriture. Mais en tout cas, c'est questionné par d'autres sources d'approvisionnement. Et puis, on a des débats, par exemple, sur les biocarburants, où on dit, on entend, si on produit du carburant sur les terres agricoles, alors on ne pourra plus produire de nourriture et on aura des famines. En un sens, c'est vrai, mais on l'a toujours fait. D'un autre côté, il y a 100 ans, en France, un tiers de la surface agricole était utilisé pour faire du carburant pour les chevaux. C'était des champs d'avoine. Et donc, il y a aussi des équilibres à trouver sur les flux à longue versus courte distance. La locavorie, donc je m'alimente avec des produits qui viennent à proximité ou pas, etc.
Des défis environnementaux, donc les systèmes alimentaires, comme je les ai définis tout à l'heure, contribuent très largement à l'empreinte écologique de l'humanité, c'est normal. C'est une activité humaine fondamentale. Donc c'est le dernier truc qui restera quand on ne fera plus rien d'autre, on ne se déplacera plus, mais on continuera de manger. Et donc cette activité fondamentale, elle impacte notre environnement. C'est un calcul de base. Et nos sociétés prennent conscience de la valeur de l'environnement, heureusement, depuis quelques dizaines d'années. Pas toujours conscience pour le moment de la place qu'a joué l'agriculture pour le façonner. La déforestation en France, par exemple, à l'époque gallo-romaine, ou bien les pâtures de montagne qui sont pas des environnements totalement sauvages, qui sont façonnés par l'agriculture. Donc les paysages, la biodiversité, etc., sont souvent aujourd'hui des produits de l'agriculture et de l'interaction de l'homme avec la nature. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de les protéger, au contraire, il faut juste avoir conscience du fait qu'on a un impact qui peut être négatif et qui peut être positif. Et une recherche plus ou moins d'un équilibre entre, je l'ai laissé les termes anglais parce que je n'arrive pas à trouver le truc, l'espèce de jeu de mots à 2 balles là, land sparing versus land sharing, c'est-à-dire deux façons de concevoir l'agriculture et la cohabitation de l'agriculture avec la nature, on va dire. Land sparing, c'est j'essaye d'économiser de la terre pour garder des terrains sauvages à côté. Je garde un parc national dans lequel je ne fais pas de culture. Voilà, c'est des schémas théoriques. Mais en Nouvelle-Zélande, on peut avoir ça. Un parc national dans lequel je ne fais pas de culture. Et puis à côté de ça, je fais de la culture intensive. Et land sharing, c'est je partage l'espace. J'ai des coquelicots dans les champs de blé. On a un petit peu de mal à expliciter cet enjeu. La décision politique, de manière générale, a tendance à vouloir les deux, parce que la société, nous-mêmes, on a tendance à vouloir les deux. Je veux à la fois des coquelicots dans les champs de blé et des champs de blé intensifs pour pouvoir avoir à côté des réserves naturelles. Mais on sait déjà qu'il faut aller au-delà, parce que la région parisienne est 6 fois trop petite pour nourrir Paris. Voilà. Et c'est pareil pour la planète. Et puis, il y a un enjeu majeur, c'est le climat. On a beaucoup parlé du climat. La France a organisé la conférence pour le climat à la fin de l'année 2015. Et l'INRA, d'ailleurs, l'institut auquel j'appartiens et que je dirigeais à l'époque, a participé beaucoup à l'organisation de cet événement. Les systèmes alimentaires subissent le climat de plein fouet. Les aléas météorologiques, les invasions biologiques, les épidémies, qui sont souvent liées à des changements globaux où les changements climatiques ont une part importante. La disponibilité des sols, tout ça c'est lié au climat. Et puis c'est des effets qui sont amplifiés par les marchés. On voit ici une illustration où la Lloyds, donc c'est pas des amateurs, hein, c'est des grands assureurs, a fait un groupe de travail où ils ont fait ils ont imaginé un scénario du pire. Un événement El Niño, vous savez, c'est cet événement climatique qui se produit dans le Pacifique Sud et qui conditionne le climat de l'ensemble de la planète au moment où il se produit, peu ou prou. Donc un événement El Niño particulièrement important. Quel effet sur les systèmes alimentaires? Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait leurs calculs, ils ont pris les experts qui vont bien. Ils se sont aperçus, c'est marqué en bas en petit, mais vous ne voyez pas bien, mais je vais vous le dire. Un événement comme ça diminue de 10% l'événement dramatique, mais ça peut arriver une fois de temps en temps. On est en ce moment en train d'avoir, aux Antilles, l'ouragan le plus grave que l'Atlantique ait jamais connu, le plus fort que l'Atlantique ait jamais connu. Donc les événements extrêmes, ça arrive une fois de temps en temps, et ça arrive avec le dérèglement climatique de plus en plus souvent. Donc 10% de réduction de la production de maïs, et donc après les élevages, etc. 7% de la production de riz, qui est la principale culture vivrière au niveau mondial. Et c'est ce chiffre-là qui est le plus grave, mais vous ne le voyez pas plus que les autres, surtout que comme il y a plus de chiffres, il se voit moins. Plus 500% du prix du riz, donc le prix du riz qui augmente par 6, qui est d'un facteur 6. Et ça, il n'y a pas beaucoup de régimes politiques qui peuvent survivre à des augmentations de ce type-là. Donc le climat et l'impact du climat sur les systèmes de production et qui sont amplifiés après par le marché peut avoir des impacts dramatiques sur le géopolitique. Le groupe d'études intergouvernemental d'études sur le climat, le GIEC, a fait des calculs lui aussi, parce que les experts, ça fait des calculs, qui l'ont conduit à voir que
l'agriculture contribuait par ailleurs, les systèmes alimentaires, et notamment la partie agricole, contribuent au gaz à effet de serre, à la production de gaz à effet de serre et donc à ce dérèglement climatique. L'énergie pour les tracteurs, etc. Mais c'est surtout l'affectation des sols, on le voit sur cette partie-là. Donc l'usage des sols, c'est 12% de la production en équivalent CO2, ici. En haut, c'est la production de gaz carbonique. Ici, on a la production de méthane. Ici, on a la production d'oxyde nitreux, qui sont 3 gaz à effet de serre majeurs. L'agriculture contribue à travers l'usage des sols, c'est-à-dire déforestation, afforestation, je plante de la forêt, j'en enlève, etc., contribue à hauteur de 12% au gaz à effet de serre. Et puis, des usages proprement agricoles, comme l'engrais dans les sols, qui contribue la moitié 90% pardon, de l'oxyde nitreux qui est produit, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Il n'y en a pas beaucoup, mais il est très puissant. Et puis, la rumination du bétail, qui contribue la moitié du méthane. Là encore, un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc l'agriculture produit des gaz à effet de serre et contribue à l'effet de serre. Donc contribue au dérèglement climatique qu'elle subit par ailleurs. Et donc comment est-ce qu'on peut, au niveau de la recherche, contrôler l'impact des systèmes alimentaires sur l'émission des gaz à effet de serre? On prend ces trucs-là un par un, je vais passer rapidement. Sur l'émission d'oxyde nitreux, réduire l'usage des engrais, ou en tout cas raisonner l'usage des engrais, capter l'azote atmosphérique en plantant des légumineuses. On voit ici un champ de blé, une photo que j'avais prise en Vendée, un champ de blé avec dedans de la luzerne qui pousse. Ce champ de blé, sans aucun engrais, sans rien du tout, il va produire 60 quintaux à l'hectare, c'est-à-dire une production qui n'est pas énorme, mais qui est raisonnable. Et puis l'année prochaine, il va faire une prairie qui va pouvoir être utilisée par des chèvres à l'automne. Et puis l'année prochaine, il y aura de l'azote dans le sol, parce que c'est une prairie de légumineuses qui pompe l'azote de l'air, l'azote atmosphérique, pour le mettre dans le sol. Et puis on peut, c'est un peu plus complet, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, inhiber biologiquement la nitrification et donc bloquer les processus qui font que l'azote qu'on apporte sous forme d'engrais ou l'azote atmosphérique est ensuite transformé en nitrate qu'on retrouve soit sous forme d'oxyde nitreux dans l'atmosphère et ça contribue à l'effet de serre, soit sous forme de nitrate dans la pollution des eaux et ça contribue à des marées d'algues vertes, etc. Pour ce qui est de l'émission du méthane, le principal facteur, c'est la rumination du bétail. La plantation du riz et dans des rizières qui fermentent est importante aussi, mais le principal facteur, c'est la rumination du bétail, et notamment des bovins, des ovins et des caprins, c'est-à-dire les vaches, les moutons et les chèvres. Les kangourous ruminent aussi, mais ils ne produisent pas de méthane. Ils ont un autre système de rumination dont on s'inspire pour essayer d'imaginer celui des vaches de demain. Mais la digestion du ruminant, si on le voit comme ça à l'échelle de l'humanité, le jour où on a domestiqué les ruminants, en fait, on a domestiqué leur flore intestinale, les bactéries qu'elles ont dans une partie de leur estomac, et qui permet de transformer en choses digestes, du lait, de la viande, une matière première indigeste, du foin, de la paille, qui est une matière première extrêmement indigeste à cause de la cellulose et de la lignine qu'elle contient. Et donc ça, c'est bénéfique, mais malheureusement, ça produit donc du méthane que les vaches émettent en rôtant et qu'on peut essayer de régler en gérant leur alimentation, produire des aliments qui produisent moins de méthane, en gérant la flore du rumen. Je vous parlais des kangourous. Si on arrive à remplacer la flore les microbes de l'intestin, du boyau, pardon, de l'estomac de la vache par ceux du kangourou, mais alors il ne s'est pas adapté, donc voilà. À ce moment-là, on ne ferait plus de méthane. Et puis, il ne faut pas oublier que le bétail, ça permet aussi de maintenir des pâtures qui séquestrent le gaz carbonique, et donc ça a aussi un effet bénéfique. Et à la fin du compte, des vaches qui sont au pré sur des pâtures, ça a un effet qui est à peu près équilibré. Cela dit, si on arrivait à leur faire moins de méthane, l'effet ne serait pas équilibré, il serait positif, ça serait mieux. Et puis, l'émission de gaz carbonique par les cultures, c'est surtout sur la gestion des surfaces. Donc, je vous parlais tout à l'heure déforestation, afforestation et les pâtures. Et donc, on a mis en place, l'INRA coordonne au niveau européen, ça c'est une photo qui est prise en Guyane, donc c'est presque l'Europe, a mis en place un système où on collecte les données sur l'émission des gaz à effet de serre en différents environnements, ici au-dessus de la forêt guyanaise, mais on le fait aussi au-dessus de pâtures, au-dessus de cultures, etc., pour essayer de voir comment les différentes cultures, la manière dont elles sont
dont elles sont gérées contribuent à fixer ou pas le gaz à effet de serre. Je vous passe cette diapo rapidement. Différentes pratiques agricoles comme éviter de labourer, etc., etc. Les chercheurs ont estimé que certaines avaient vers le haut un coût positif, donc il faut payer un peu plus par rapport à notre pratique actuelle pour faire ces différentes pratiques qui sont chacune dans une boîte, ou un coût négatif, il y en a certaines qui au contraire coûtent moins cher que les pratiques actuelles, pour permettre de baisser l'émission de gaz à effet de serre. Beaucoup, par exemple pour celle-ci qui est la méthanisation, qui coûte un peu mais pas beaucoup, ou bien des fois ça ne permet pas grand-chose sur cet axe-là, mais voilà, ça coûte rien. Donc, et puis l'agriculture peut par ailleurs contribuer à des solutions globales, et avec ce programme qu'on appelle 4 pour 1000, et je vais essayer de vous le résumer rapidement. C'est pas très simple, mais c'est très prometteur. Et donc, c'est assez important. C'est un programme que la France essaye en ce moment de promouvoir au niveau mondial, à l'occasion de la COP 21, donc la réunion qui était à Paris, à l'occasion de celle de Marrakech, à l'occasion de la prochaine, et de rassembler dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde des gestionnaires, et surtout dans le monde des gestionnaires et des politiques, un consensus autour de comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que justement les sols agricoles aillent vraiment comme une mine. Quand on fait une mine, on fait un trou dans le sol pour aller chercher du fer, du charbon, etc. Et là, on fait une mine où on va chercher dans l'atmosphère le gaz carbonique, qui est un polluant atmosphérique qui produit le gaz à effet de serre, mais qui, pour les plantes, est quelque chose de positif. Et donc, si les plantes vont chercher, et elles savent le capter avec les feuilles, donc si les plantes vont capter l'azote atmosphérique, pas l'azote, le gaz carbonique atmosphérique, et le transforment à travers leurs racines en carbone dans le sol et en humus, eh bien on est doublement gagnant. On enrichit le sol et on épuise l'atmosphère. Et donc pour ça, les calculs disent que, alors c'est le travail normal des plantes, c'est ce qu'elles font tous les jours, comment on pourrait faire pour l'accélérer. Et les calculs disent que dans le sol superficiel, il y a environ 3,2 gigatonnes d'équivalent gaz carbonique qui est fixé sous forme d'humus, sous forme voilà, ce qui est la matière noire dans la terre. Et puis, quand on calcule les flux, quand on fait sortir du carbone du sol parce qu'on a utilisé des carburants fossiles, quand on a brûlé des forêts, quand on a fixé du carbone atmosphérique dans les océans, c'est ce qui donne les chênes, ça a existé de tout temps, c'est ce qui donne les calcaires, etc. L'équilibre, il est un petit peu déséquilibré, mais il ne suffit de pas grand-chose. Il suffit de fixer 12,5, c'est beaucoup quand même, gigatonnes de gaz carbonique chaque année à travers les cultures, d'arrêter de déforester. Et à ce moment-là, on a un équilibre qui peut se faire et on peut, les sols cultivés peuvent contribuer à équilibrer même une partie de la pollution atmosphérique qui sort, y compris des villes à travers les voitures, par exemple. Et donc pour ça, on fait la division, 12,5 divisé par 3,2 égale 4 pour 1000. Et donc vous en saurez plus en allant sur ce site http www.4per1000.org qui explique un petit peu tout ça et ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là, y compris au niveau de la gestion au quotidien. Donc face à ces défis, comme Madame, il faut innover pour réussir la transition. Les défis sont très nombreux. Ils se déclinent de manière différente d'un endroit à l'autre de la planète, évidemment. Il faut innover pour réussir la transition. Donc, à l'INRA, donc mon institut, on a quelques success stories. On a servi de lanceur d'alerte sur, par exemple, des produits qui sont dans l'alimentation parce qu'ils sont dans les contenants, en fait, dans les plastiques, le bisphénol A, et qui pourrait avoir un effet sur la santé. On a sur les insecticides qui pourraient avoir un effet sur les populations d'abeilles, sur la dénutrition des personnes âgées, etc. Ce n'est pas de ça dont je vais parler. C'est des enjeux très importants où on apporte plutôt notre expertise et ses savoirs nouveaux directement aux politiques pour qu'ils prennent des décisions politiques. Mais je vais parler aujourd'hui plutôt des innovations. On a produit de nombreuses variétés végétales. Alors, vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas, mais je vais vous en parler. Ariane, qui est une pomme qui est résistante à une maladie très importante des pommiers, donc qui prend
environ 10 traitements pesticides en moins, c'est-à-dire à peu près, on économise environ 3/4 des traitements pesticides sur cette pomme-là, parce qu'elle est résistante aux maladies. La fraise gariguette, qui est une variété obtenue par l'INRA, qui a relancé la culture de fraises en France, qui sans doute se serait éteinte autrement. Le blé Renan, qui est un blé qui sert de référence en agriculture biologique, qui provient des travaux de l'INRA, qui est un blé extrêmement rustique. Des travaux sur des colzas qui sont hybrides, sur des piscicultures qui sont durables, avec des truites qui consomment autre chose que des farines de poisson, mais qui se nourrissent avec des farines végétales. Et puis il leur faut quand même un petit peu de poisson parce que ça reste des carnassiers, mais voilà, donc des piscicultures durables, des biostimulants, et puis la sélection génomique bovine sur laquelle je vais parler un petit peu plus tout à l'heure, et donc j'en parle pas beaucoup ici. On s'est posé la question, quelle voie emprunte le succès? Pourquoi des fois ça marche et des fois ça marche pas, alors qu'on croit avoir, dans la liste là, vous n'avez pas les OGM, ça n'a pas marché. Voilà. Et donc pourquoi des fois ça marche, pourquoi des fois ça marche pas? Alors, je vais prendre l'exemple de la sélection génomique bovine. Donc, jadis, on avait c'est-à-dire il y a pas très longtemps, il y a 10 ans, on avait un star system. Donc, ça, ce taureau, il s'appelait Joko Besné. Joko Besné, il a très bons gènes. C'est un taureau Primolstein, c'est une race laitière. Il a de très bons gènes. À moitié on les mesure, on mesure la qualité sur ce que produisent ces filles quand elles font du lait. En production de lait, la qualité du lait, la conformation de l'animal, la fertilité, la santé, la longévité, etc. Il a de très bons gènes. Il a tellement bons gènes qu'il a 400 000 filles dans 60 pays en France, au monde, pas en France, au monde, et dont quelque chose comme 130 000 ou un truc comme ça en France, répartis dans 23 000 élevages, c'est-à-dire un quart des élevages français de Primolstein. Donc voilà, c'est une star. D'ailleurs, c'est tellement une star, Joko Besné, qu'il a sa statue dans sa ville natale. On le voit ici avec sa fille et sa petite... Enfin, une de ses 400 000 filles et une de ses 1 million et quelques de petites filles, ou je ne sais pas combien. Il a sa statue, il a sa page Wikipédia, il a sa dépouille empaillée au Muséum de Paris, parce que quand il est mort, ça a été quand même un événement. Voilà, une star. Vous n'avez pas votre page Wikipédia, votre dépouille ne sera pas empaillée au muséum, tout ça. Ça, c'est un système qui est efficace, qui a bien produit, qui a bien permis... notamment en s'appuyant sur une mutualisation, une organisation du tissu professionnel. Une mutualisation a permis un progrès considérable, mais la longueur du testage est quand même quelque chose qui est lourd. Pour savoir que ce taureau va produire des filles qui vont faire du bon lait, il faut attendre que lui soit adulte, puis que sa première fille soit adulte, et ensuite les autres. Donc ça prend plusieurs années pour savoir qu'il va être bon. Donc pendant ce temps-là, voilà, on pourrait gagner du temps, et puis on pourrait gagner aussi en qualité, puis on pourrait perdre en consanguinité, parce que le risque, bien sûr, d'avoir... il a de très bons gènes, mais imaginons qu'il ait un mauvais gène. Ben maintenant, il y a un quart des élevages français qui aura un mauvais gène, puisqu'il a des filles dans un quart des élevages. Le risque de consanguinité est quelque chose qui est quand même assez important. 5 taureaux concentrés à l'époque, 12% des inséminations qui sont produites en France, donc c'est vraiment... une consanguinité relativement importante qu'on était en train de produire. Mais enfin, ça marche, et la production de lait, notamment, enfin les différents index qu'on peut mesurer, ont augmenté pendant cette période-là. Et en 2009 est arrivée une méthode qu'on appelle la sélection génomique, donc illustrée par, on voit l'ADN dans l'œil de cette vache, mais en fait c'est dans chacune de ces cellules. Vous avez de l'ADN, la vache a de l'ADN, etc. Tout. Et l'idée c'est de prédire les performances d'un animal d'après son ADN, d'après ses gènes. Étant donné la révolution des technologies de l'ADN, de manipulation de l'ADN, de manipulation, d'observation surtout de l'ADN, dans les années 2000, et la capacité à s'appuyer sur une organisation solide qui avait été mise en place pour produire des animaux, des stars comme Joko Besné. Étant donné tout ça, eh ben on a pu envisager de faire la sélection génomique sur laquelle je vais revenir maintenant. Donc, depuis 2000, de plus en plus de génomes animaux ont été décryptés. L'humain d'abord en 2001, la souris, la poule, le chien, le bovin en 2006, le cheval, le porc, le canard, le mouton, la truite, etc. À peu près chaque année, un nouveau génome décrypté, sachant que c'est énormément de travail. Mais ça donne aussi beaucoup d'informations qui permettent de faire ce qu'on a fait sur les bovins. Donc, l'idée, c'est de regarder si, entre des animaux, des individus qui sont différents sur leur allure générale ou sur leur performance, ce qu'on appelle le phénotype, on peut décrire des différences au niveau de leur ADN, dans leur gène, ce qu'on appelle le génotype.
Et donc, des différences qui sont, par exemple, cet animal qui est un taureau qui s'appelle Élégant, un taureau charolais. Il a 2 mutations simples. Il y en a une qui partage... Ah bah zut. Il y en a une qui partage avec tous les charolais, qui est le fait d'avoir la robe couleur crème comme ça, parce qu'il a un gène silver, que partagent aussi les chevaux, vous savez, norvégiens, la fjord, voilà, cette robe crème. Et puis, la conformation qu'il a avec des arrières très développées comme ça, des os, vous ne le voyez pas, mais des os plutôt fins, et puis d'autres propriétés. C'est une mutation particulière dans un gène qui s'appelle la myostatine. C'est une protéine qui est dans les muscles, et cette mutation qui lui donne ce caractère QLAR. Donc, du coup, si on regarde, excusez-moi, je reviens là, si on regarde le gène de la myostatine, est-ce qu'il a cette mutation ou pas, on peut prédire, est-ce que l'animal qui a cet ADN qu'on est en train de regarder est QLAR ou n'est pas QLAR. Et si on le sait tôt, ça peut être plus intéressant pour l'élever de la bonne façon. Et donc, la sélection génomique, elle fait ça, mais elle l'étend au génome entier, l'ensemble des chromosomes du taureau. On part d'une population de référence, donc on a ici trois animaux particuliers. On regarde comment sont faits leurs chromosomes. Voilà, celui-ci, il est rouge à cet endroit-là, rouge à cet endroit-là, vert ici, violet, pardon, blanc, jaune, désolé pour les daltoniens. On regarde comment sont faits leurs génomes, on regarde les propriétés qu'ils ont, les propriétés qu'ont leurs filles, et puis on mesure avec un ordinateur l'effet théorique de chacune des parties du génome, et puis ensuite on fait simplement une équation, et quand on a le petit veau qui arrive là, on regarde comment est fait son génome, et on sait que ça, ici, d'avoir du rouge, alors c'est pas de la vraie couleur, c'est plus 2, ici c'est plus 2, ici c'est plus 4, ici c'est moins 3, etc. Et donc à la fin, celui-ci, il a plus 8, c'est pas mal. Donc on va le garder pour le reproduire, on va s'en servir de taureau. Mais il ne le sait pas encore, il est tout petit. Voilà. Donc cette méthode-là qui va permettre d'aller beaucoup plus vite, qui permet pour quelques dizaines d'euros de savoir si le jeune veau, là, il va être un bon taureau ou pas un bon taureau, ça a permis d'augmenter beaucoup le nombre de taureaux qui ont été dans les systèmes de reproduction et donc de réduire énormément la consanguinité. Ça permet de maintenir de la biodiversité sur les gènes qui ne sont pas nécessaires pour la production et donc d'avoir en gérant cette diversification génétique, ça permet d'avoir des troupeaux qui sont plus résistants et plus robustes parce qu'on n'est pas passé à travers une sorte de laminoir génétique. En tout cas, on commence à en ressortir. On y est passé, mais on commence à en ressortir. Et puis, ça permet à l'éleveur d'avoir des objectifs à l'intérieur de son troupeau, avec de faire des plans d'accouplement plus complexes, de mieux définir ses critères de sélection, mieux sélectionner maintenant. On peut même appliquer aux femelles, alors qu'avant, on ne sélectionnait pas les vaches. Maintenant, on peut le faire. Et puis de sélectionner sur des critères jadis impossibles. Je vais passer rapidement. Donc ça permet de changer profondément le programme. Et ce qu'on voit ici, par exemple, si on regarde sur ces 3 races, Montbéliard, Primolstein, Normande, qui sont 3 races bovines, on est passé de 100% en 2008, 100% pratiquement de taureaux qui étaient comme Joko Besné, il était là, Joko Besné, c'est une Primolstein, de 100% pratiquement, ça a baissé jusqu'à 2014 pour complètement disparaître et être complètement remplacé par la ligne rouge qui montre les taureaux qui sont issus de sélection génomique. C'est un remplacement comme ça de technologie, c'est très rare de manière générale, et donc voilà, dans le domaine de l'agriculture aussi. Donc cette transformation des programmes a permis voilà, j'ai déjà dit ça à peu près. On a changé les critères de sélection, donc après 2012, on est arrivé sur des critères de sélection qui incluaient des vitesses de traite, et puis quand on regarde des sous-critères, donc des questions de santé qui sont très intéressantes, santé du pied, etc., donc qui permettent de sélectionner sur des critères qui sont importants et qui sont méconnus malheureusement. Voilà. Et ce succès est permis par plusieurs facteurs. Une organisation performante, la technologie arrivant sur une organisation inexistante ne peut pas fonctionner. Une organisation performante qui gère l'information en collectif déjà depuis longtemps, une information sur les pédigrés, c'est-à-dire qui est le papa de qui, la maman de qui, etc. Le contrôle laitier qui fait que chaque vache en France, on mesure chaque jour sa production, sa santé, etc., etc.
et puis une élaboration par la profession de ce qu'ils appellent des index cibles, qui permettent de savoir dans quel sens, ensemble, on veut sélectionner les troupeaux. Et puis des innovations technologiques hors du champ, ça c'est aussi quelque chose d'important. Donc une organisation de l'innovation qui vient d'ailleurs, l'invention des puces à ADN, l'invention des nouvelles technologies de séquençage et d'observation de l'ADN de manière générale, j'en parlais rapidement tout à l'heure, et puis des connaissances de base qui ont progressé, qui restent importantes, le séquençage du génome bovin avec un projet de séquencer 1000 taureaux, la capacité à calculer des index, etc., avec notamment l'INRA aide les éleveurs dans ce domaine-là avec un petit calcul top secret qui permet de calculer des index plus performants que ce que font les amis dans les autres pays. Voilà. Et donc, sur la base de cet exemple, on peut se demander quelle voie, donc, sans servir d'illustration, quelle voie emprunte le succès. On a la théorie de l'innovation, elle dit que elle parle souvent d'un modèle assez linéaire. D'abord, souvent, on dit recherche fondamentale, recherche appliquée, développement, mais en allant même un poil plus compliqué. La NASA a proposé une métrique, donc une façon de mesurer, de décrire ce chemin vers l'innovation, entre la connaissance et l'innovation. Ce qu'on appelle les technology readiness level, c'est-à-dire les niveaux de maturité technologique. Donc en gros, si on dessine ici la recherche, le développement, le déploiement industriel, il y a 9 échelons dans l'échelle TRL, donc de la production de connaissances jusqu'au marché, 9 échelons sur lesquels on peut positionner ensuite la recherche purement académique, de recherche de connaissances en amont, l'industrie en aval, les différents acteurs. Au milieu, ce qu'on appelle traditionnellement la vallée de la mort, avec une difficulté à passer de la connaissance à l'application, parce qu'il n'y a pas les moyens qui vont bien. Et dans le monde de l'académie, on fait plutôt des collaborations entre laboratoires. Dans le monde de l'industrie, on fait plutôt des partenariats entre des joint ventures. Ici, on a plutôt un financement public. Ici, on a plutôt un financement privé. Ici, on prend des risques sur ce qu'on... Il y a peu des connaissances qu'on produit qui vont donner une innovation, mais on accepte ce risque. Alors, quand c'est vu par l'autre côté, ils trouvent qu'on fait des trucs inutiles. Ici, on ne prend pas trop de risques. On améliore les trucs à la marge. Donc quand c'est vu par les académiciens, on trouve que c'est ennuyeux. Il faut arriver à passer outre ces aspects péjoratifs. Ici, on produit des publications et des savoirs, ici de la protection intellectuelle. C'est un schéma très linéaire, mais dans la vraie vie, les processus sont plus sinueux que ça. Ils sont multi-acteurs, on l'a vu sur la sélection génomique, et ils ne peuvent pas se résumer à leur volet technologique. On ne peut pas uniquement regarder le niveau de maturité technologique. Si un truc très mûr technologiquement arrive sur des acteurs et des partenaires qui n'en veulent pas, eh ben, ça ne fonctionne pas. Et les impacts sont divers et sont croisés. Les impacts, il peut y avoir des impacts environnementaux, économiques, sociaux, politiques, etc. Et un impact positif dans un domaine peut avoir un effet négatif dans un autre. Quand l'INRA a montré les risques qu'encouraient les abeilles avec les insecticides qu'on utilisait dans certaines cultures, c'est un impact politique intéressant, sans doute environnemental intéressant. On n'a pas complètement mesuré, on n'a pas fini de mesurer ça. Par contre, pour les industriels, c'est sacrément casse-pied, y compris pour les producteurs de colza. Et dans les systèmes alimentaires tout particulièrement, c'est un système un peu particulier. Et donc, on a essayé de regarder, sur la base de nos success stories, comment ça se passait. Donc, ce qu'on appelle analyse socio-économique des impacts de la recherche agronomique, de la recherche publique agronomique. Vous avez les résultats de cette étude ici. C'est une étude qu'on a faite il y a quelques années et qu'on continue à documenter. Et qui montre qu'entre la connaissance et son application, il y a une vingtaine d'années qui s'écoulent, mais c'est la même chose dans la technologie des smartphones et tout ça, des écrans tactiles, toutes les technologies, c'est à peu près ça. Ça nécessite une recherche de niveau international. Les gens qui séquencent le génome bovin, ils sont dans les 5 grandes équipes, avec deux équipes américaines, des Danois et des Australiens. Ils sont dans les 5 grandes équipes au niveau international. Ça nécessite des partenariats avec l'aval, avec la profession, pour l'aider à s'organiser le cas échéant, ou bien elle s'est déjà organisée. Et une communauté prête à adopter. Sur les OGM, typiquement, il manque une communauté prête à adopter. La technologie est pas mal, mais la communauté n'est pas prête à adopter. Et puis la sérendipité, je passe rapidement, c'est les trucs qu'on découvre par hasard, et on se dit, tiens, ce truc-là, ça serait pas mal, mais pas forcément pour le truc que j'ai envie de faire là aujourd'hui. L'invention du post-it par quelqu'un qui a envie de fabriquer une colle,
puis il y a une colle qui ne marche pas bien, il se dit, mais c'est pas mal en fait pour coller et décoller comme ça. Voilà, ça c'est la sérendipité. Et là on voit la complexité des chemins, donc je passe rapidement sur ça, c'est une évidence. Donc pour appliquer ça au système alimentaire, on a refait la programmation scientifique de l'INRA, j'ai coordonné ça ces dernières années, à l'horizon 2025, donc à 10 ans, horizon de 10 ans, c'est déjà pas très facile. Donc avec les grands enjeux qu'on se donnait, donc un enjeu de regarder la sécurité alimentaire mondiale voilà, au niveau mondial, d'avoir des agricultures diverses et multiperformantes, d'avoir des systèmes agricoles et forestiers qui font face aux défis climatiques, d'avoir une alimentation saine et durable, et d'avoir des bioressources dont les usages sont complémentaires. Ensuite, je passe, voilà, amont et aval, fonds système. Il y a une projection internationale avec une vision qui s'inscrit dans les objectifs du développement durable de l'ONU. L'agroécologie fait un pont entre ces différentes composantes, et je reviendrai rapidement tout à l'heure dessus. Et puis, voilà, quelques points particuliers qu'on a décidé de travailler, c'est-à-dire des leviers biologiques et technologiques, ce que sont les services écosystémiques, travailler sur la biodiversité, sur 4 pour 1000 dont je vous parlais tout à l'heure, sur la fixation de carbone dans les sols, l'urbanité et les systèmes alimentaires, travailler sur, à cheval entre les agricultures et l'alimentation, travailler ensemble au niveau de qu'est-ce que c'est que le fait de nourrir une ville, et puis la santé avec les systèmes alimentaires, bien entendu, et comment est-ce que les bioressources qu'on produit dans les champs peuvent avoir des usages qui soient complémentaires entre eux et complémentaires avec ceux de l'alimentation. Je passe sur ces 3 trucs-là qui sont des trucs internes, sans intérêt ici. Et puis, dans le même temps, il y avait une mission qui avait été missionnée par le ministre de l'Agriculture de France, la mission Agriculture et Innovation 2025, donc 4 grands agronomes français à qui on a demandé, bon, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous pour développer l'innovation à l'horizon 2025 en agriculture. Ils sont arrivés à peu près sur les mêmes conclusions, d'ailleurs on a travaillé un peu au même moment. Développer une approche système, donc l'agroécologie et la bioéconomie. Je reviendrai rapidement tout à l'heure sur l'agroécologie. Il faut être capable de capter l'innovation exogène, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça a été critique pour la sélection génomique de pouvoir bénéficier des technologies d'observation de l'ADN. Le numérique, aujourd'hui, il y a une révolution numérique dans tous les domaines. J'ai mis un point d'exclamation parce que dans tous les domaines, et Google, par exemple, s'intéresse à l'agriculture, et ce n'est pas complètement anodin. Google investit dans l'agriculture. Le numérique, aujourd'hui, change assez considérablement la manière dont l'agriculteur travaille. La charrue, typiquement, est un objet connecté qui produit des données. Le semoir est un objet connecté. La moissonneuse-batteuse est un objet connecté. La vache a un collier qui est connecté, etc. Et ça aide l'agriculteur à gérer son exploitation. La robotique, la génétique et les biotechnologies, le biocontrôle, qui est l'utilisation de coccinelles pour manger des pucerons, par exemple, pour faire un exemple simple. Et puis, quelque chose de très important, fédérer tous les acteurs avec des processus qu'on appelle d'innovation ouverte, travailler sur l'économie agricole et puis travailler sur la formation. Et je reviendrai rapidement sur ces processus ouverts à la fin de mon topo, là, tout à l'heure. Mais juste un petit mot sur l'agroécologie, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup débattu en France, pas mal décrié. C'est un mot qui a 3 sens. C'est à la fois un mouvement social, notamment dans les pays d'Amérique du Sud, et puis des gens comme Pierre Rabhi en France défendent ce sens-là du mot agroécologie, un mouvement social. C'est une discipline scientifique en émergence, au croisement entre l'écologie et les sciences agronomiques, y compris les sciences humaines et sociales. Et c'est une priorité de l'INRA depuis 2005 localement à Dijon et puis 2010 nationalement. Donc c'est quelque chose voilà, c'est un sujet, on pense, on n'est pas les seuls à le penser sérieux, même si la perception qu'on en a n'est pas la même que celle que peuvent avoir d'autres gens sérieux comme Pierre Rabhi ou d'autres acteurs. Et puis c'est un ensemble de pratiques. C'est proche de la multifonctionnalité de l'agriculture. C'est des pratiques qui sont trop souvent méprisées, notamment par les agriculteurs intensifs ou par les tenants de l'agriculture intensive en disant mais c'est un retour en arrière, c'est des recettes de grand-mère. Non, ce n'est pas des recettes de grand-mère, parce que les recettes de grand-mère, elles ne vont pas forcément marcher dans le monde de nos enfants, et en fait, c'est les recettes pour le monde de nos enfants.
Donc c'est quelque chose pour lequel il faut produire beaucoup de connaissances, il faut produire de la technologie, il faut arriver à mettre tout ça pour faire une gestion, voilà, comme je disais, au croisement entre l'agronomie et l'écologie en tant que science. Alors, c'est une commande politique qui est non durable parce que, enfin, pourquoi j'ai marqué non durable, je ne sais plus très bien, mais c'est une commande politique au sens où le ministre n'est plus ministre, voilà, qui l'a beaucoup porté. Ça a été une priorité très forte du ministre de l'Agriculture, qui est le ministre le plus long de la Ve République en France entre 2012 et 2017. Et donc c'est souvent décrié comme ouais, mais c'est encore une lubie là, du ministre, truc. Ouais, enfin, c'est autre chose qu'une lubie, on pense qu'on arrive à le démontrer. Et puis par ailleurs, la commande politique fait parfois avancer la science. Ça a été le cas sur cet exemple particulier où le 25 mai 61, le président américain demandait à un congrès médusé de fournir les budgets pour atteindre le but avant la fin de la décennie 1960, de poser un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf sur la Terre, et puis ils y sont arrivés à quelques mois près. Et au passage, ça a fait avancer des tonnes de connaissances fondamentales sur la manière de faire des carburants, des matériaux, etc., des technologies, de la valeur économique, de la richesse distribuée. Ce rayon laser, là, c'est de la technologie qui date de ces périodes-là, etc. Et donc, en agroécologie et bioéconomie, de la même façon, on pense qu'il y a un écosystème à construire pour valoriser la biodiversité, génétique, génomique, métagénomique, identification, pour fermer les cycles biologiques, c'est-à-dire faire en sorte que le carbone ne parte pas dans l'atmosphère, mais on le remet, faire en sorte que l'azote ne parte pas dans l'atmosphère, mais on le remet, puis on le garde, voilà, etc. Hein, donc, fermer les cycles biogéochimiques, donc ne pas faire en sorte que l'agriculture soit une sorte d'endroit où tout s'évapore, là. Diversifier les usages, la chimie verte, biomatériaux, biocarburants, c'est des mots sur lesquels on pourra revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. En tout cas, c'est food, feed, fiber, fuel, c'est cette histoire-là, mais au niveau de la molécule et au niveau de comment on crée de la richesse avec y compris les pailles, avec tout ça. Et puis, gérer les paysages et les territoires, avec notamment désolé, le guillemet n'est pas à la bonne place, c'est les laboratoires territoriaux qui sont un nouveau concept qui apparaît. Donc, le problème de ce schéma-là, quand on l'applique à l'agriculture, ça va bien quand on est la NASA ou quand on est Airbus, et quand on a à ce bout-là un énorme attracteur de l'innovation, une énorme entreprise qui a une escadrille autour d'elle d'entreprises plus petites qui font des sièges, qui font des boulons, etc., des carburants, ça va bien. Ça va moins bien quand on a ici 400 000, comme c'est actuellement le cas en France, ou plusieurs millions au niveau mondial, très petites entreprises agricoles, très petites entreprises dans lesquelles l'innovation, elles ne vont pas la payer, elles ne vont pas investir. Il n'y a pas d'ailleurs de gouvernance qui permet de le faire, alors qu'il y a un PDG chez Airbus. Voilà. Donc pour les systèmes alimentaires, l'attracteur d'innovation, ce n'est pas une évidence. C'est quelque chose qui est compliqué. Longtemps, ça a été la filière. Au mieux, ça a été l'interprofession, c'est-à-dire je mets ensemble tous les gens qui s'intéressent au lait, depuis les vaches jusqu'au yaourt. Mais l'attracteur d'innovation en agriculture, il est sans doute distribué. Et pour décloisonner ce qu'on commence à réaliser, vous affolez pas, je suis en train de terminer. Ce qu'on est en train de réaliser, c'est que le territoire, sans doute, est un bon attracteur d'innovation. Sur un territoire, il y a tous les corps de métier. Souvent, il y a une gouvernance à travers le pouvoir politique de ce territoire. Il y a tous les corps de métier. Donc, le territoire peut être considéré comme un attracteur de l'innovation. Et c'est un concept qu'on est en train de commencer à développer en France à travers ce concept de laboratoire vivant, de laboratoire d'innovation territoriale, etc. Donc, par exemple, en Limagne, il y a un laboratoire d'innovation territoriale qui vient de se construire autour des grandes cultures de Limagne. La Limagne, c'est à côté de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, avec comme ambition de devenir un des lieux de référence en Europe pour l'application des principes de l'agroécologie, de renforcer la compétitivité des entreprises qui sont présentes sur le territoire, et de favoriser l'émergence de nouveaux modèles économiques. Alors après, ça c'est la manière dont ils se décrivent schématiquement eux-mêmes, et on voit que ça reste encore un schéma relativement linéaire, même s'ils mettent des réseaux autour, un schéma relativement linéaire.
et qui s'arrête ici au tracteur ou à la ferme. Et sans doute qu'on peut aller encore plus loin, et ils y sont en train d'y travailler, sans doute qu'on peut aller encore plus loin, et c'est le concept de territoire d'innovation de grande ambition. Les territoires d'innovation de grande ambition sont quelque chose qu'on est en train d'essayer de commencer à mettre en place. Il n'y en a pas pour le moment en France. On essaye d'apporter au niveau du territoire, avec un portage par les acteurs du territoire, d'apporter des éléments de réponse intégrés sur 3 grands défis. Sur le défi du renforcement de l'écosystème, des écosystèmes d'innovation locaux, avec la recherche quand elle est présente, avec l'enseignement supérieur, je termine, c'est ma dernière dire, avec la recherche, l'enseignement supérieur et avec tous les acteurs, les coopératives agricoles, etc., voilà, les cantines, la collectivité, etc., enfin tout ce qu'il y a dans un territoire, pour rechercher l'excellence environnementale et la résilience écologique localement, parce que ça contribue au grand enjeu global. Inclure les usagers et les habitants dans les processus d'innovation, parce que pour éviter cette fracture vraiment entre le consommateur et le producteur de produits alimentaires. Et donc, voilà, c'est difficile de donner des exemples parce que c'est en train de se construire vraiment. Il y a un appel à projet là, dont les réponses sont attendues pour les semaines qui viennent. Et puis ensuite, va falloir construire ça très, très concrètement. Et donc, nous n'avons qu'une planète, premièrement, mais il faut la nourrir. Et donc le même problème que Matt Damon se posait, on va le résoudre de la même façon qu'il l'a fait, avec de la... alors après, si vous avez vu le film, il est assez bricoleur. Et on va le résoudre avec de la technologie extérieure, on va le résoudre en sachant capter cette technologie, en sachant mettre les acteurs ensemble pour réfléchir sur les enjeux, dans quel contexte éthique on fait les choses, etc. Donc sur les enjeux à valoriser. Et puis, in fine, pour qu'en 2050, on puisse remplir l'enjeu numéro 1, qui est d'avoir une planète qui soit alimentée d'une façon tellement correcte qu'elle n'a même pas besoin de se faire la guerre pour aller faire ses courses. Voilà, je vous remercie.